Bonsoir, chers amis téléspectateurs. J'étais en train d'attendre le signal. Heureuse de vous retrouver comme d'habitude, une fois par mois, et avec des invités qui vous apportent, j'espère, beaucoup de leurs expériences, de leur savoir et de leur temps, puisque c'est un savoir qu'ils mettent à votre disposition. Je vous remercie d'être au rendez-vous. Je vous demande de faire remonter vos remarques à la direction de Zouk TV en appelant au numéro de la rédaction. Et puis, on continue donc nos petites explorations. Aujourd'hui, on a eu l'ambition de vous présenter la DIPA, la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine, qui est une décennie qui a été décidée par les Nations Unies dans une résolution qui est adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies, donc du 18 novembre 2014. C'est la résolution 69-16, et donc qui présente un programme d'activité relatif à la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine. Alors notre ambition aujourd'hui, c'est de vous présenter cette décennie, parce que alors que dans le reste du monde, où il y a des Africains, des Afro-descendants, cette décennie est déjà à l'œuvre, il y a des activités, il y a des associations, des organismes, des États qui prennent en charge cette résolution des Nations Unies. Et bien chez nous, on a l'impression que nous ne sommes jamais touchés par ce genre de décision, parce qu'en 2011 déjà, le même organisme avait décrété 2011 année des personnes d'ascendance africaine, que la France avait transformé en année des Outre-mer, ce qui est quand même très éloigné du projet initial. Et on a quand même du mal à comprendre pourquoi, sans doute parce qu'on est dans une république unie indivisible, qui n'a pas de couleur, qui n'a pas de forme, qui n'a pas d'histoire, qui n'a pas d'ancestralité, et donc on est tous fourgués dans le même, dans une sorte de machine à malaxer, et on ne comprend pas pourquoi les individualités en termes de groupes historiques qui sont présents dans ces sociétés, que la France a voulu comme elle l'a voulu, puisque les colonies sont ses productions. On ne comprend pas pourquoi donc les personnes qui désirent aujourd'hui se faire reconnaître leur ancestralité n'ont pas le droit à cette reconnaissance. Et donc nous allons prendre le temps de vous parler de cette décennie parce qu'elle existe, et j'allais dire, vous en ferez ce que vous voulez, mais nous avons décidé d'aller vers vous dans la proximité, dans les communes, à travers les bibliothèques et les médiathèques, pour présenter cette décennie. Donc nous vous la présentons déjà aujourd'hui avec nos spécialistes, et puis tendez l'oreille, vous entendrez des soirées entre guillemets littéraires, en tout cas des soirées où lors desquelles nous allons parler de cette décennie. Je vous annonce déjà que le 20 avril prochain, de 17h à 21h, nous avons la salle Casavant de l'Atrium, et que nous allons commencer donc les présentations avec le public dans la proximité ce 20 avril prochain. Donc, soyez à l'écoute, et puis venez discuter avec nous à partir de ce que nous vous dirons aujourd'hui de cette décennie. En tout cas, elle vous concerne, puisque nous sommes tous, d'une façon ou d'une autre, africains. Voilà. Alors, je reçois aujourd'hui, pour vous en parler,
Monsieur Clapopo, que vous connaissez, hein, qui vous a déjà beaucoup instruit aussi à partir de ses recherches et de ses savoirs, et qui continuera donc à le faire aujourd'hui aussi. Maître Germani, que vous avez déjà rencontré, notamment dans notre émission sur les génocides, et qui vous a apporté aussi des éclairages qui ont beaucoup intéressé le public qui a suivi cette émission, que vous pourrez re-regarder sur YouTube. Et puis, nous avons un invité qui s'appelle Dioser, de son nom d'artiste, qui a une exposition en ce moment c'est la médiathèque du Robert, à la Maison de la Culture du Robert. La Maison de la Culture du Robert. L'OMCLT, et qui va vous en parler un peu parce qu'elle s'arrête bientôt pour que vous ayez le temps d'aller la voir. Voilà. Donc, bonsoir à tous. Bonsoir, Juliette. Bonsoir, merci de l'invitation. Voilà, mais c'est pour notre public. J'espère que vous serez, comme d'habitude, riches en idées, en informations pour eux. Alors, on va demander à Joseph de nous présenter son exposition et après, on va se consacrer, donc, chers téléspectateurs, à cette décennie que vous gagnerez à connaître. Alors, Joseph? Alors, tout d'abord, je voudrais donc préciser que Joseph, c'est mon nom d'artiste, c'est aussi mon nom africain. D'accord. Je suis plus connu sous le nom de José Claveau en tant qu'artiste plasticien, mais désormais, ça va figurer, Joseph va figurer en même temps que ce nom. Alors, il se trouve que cette semaine, nous avons inauguré à l'OMCLR du Robert une exposition qui s'intitule « Jardin Bocaille et mathématiques africaines ». Ça ne pourrait pas mieux tomber pour lier cette émission avec ce que nous avons eu comme héritage, puisque, entre parenthèses, au lieu de ce titre, j'aurais pu mettre aussi, je l'ai écrit quelque part, c'est le chaînon manquant. Le chaînon manquant, pourquoi? Parce que jusqu'à présent, on a constaté directement que nous avions hérité de la musique, de la danse, de la cuisine. C'était plus à nier les origines africaines que nous avons là-dedans. Mais il y a quelque chose dont on parle très peu, parce qu'on ne s'en rend pas compte, parce que ça découle toujours de l'oralité, qu'il n'y a pas vraiment de traces écrites, mais qui a survécu. C'est la façon dont nous préparons, dont nous organisons le travail de nos jardins. Et ce fameux jardin Bocaille, si j'ai mis Bocaille, c'est parce qu'il y a comme une substitution, le plus souvent on l'appelle jardin créole, mais c'est au fait c'est un jardin africain. À l'origine, il y a presque entre 20 et 25 000 ans, les Africains avaient par des données mathématiques qu'ils avaient qu'ils avaient tracées sur un os qui s'appelle l'os des Ishango, un tracé qui correspondait à toute une liaison. Cette liaison est composée de 29 traits, et donc il correspondrait aux 29 jours de la lunaison. Bon, on dit 29,5 maintenant parce qu'on est un tout petit peu plus précis, mais ça reste toujours pour quelque chose qui s'est fait pratiquement à l'ère du paléolithique, quelque chose d'assez précis pour cette période-là. Et on se rend compte que jusqu'à nos jours, nos parents, nos arrière-grands-parents, tous ont utilisé pour pouvoir planter ce qu'on appelait les fameux découlalines. J'ai connu ça dans mon jeune âge. Mais ce n'est pas terminé. Mais ce n'est pas terminé et ça va se poursuivre parce que c'est effectivement par rapport à ça qu'on peut donc comprendre à quel moment qu'il faut planter pour qu'il y ait une bonne croissance, à quel moment qu'il faut récolter et à quel moment après qu'il faut repréparer le jardin. Et ça se vérifie depuis des années. Par contre, il n'y a pas de trace écrite vraiment de tout ça. Donc ça m'a permis de faire une recherche là-dessus. Et j'ai essayé quand même dans mon dernier livre de dire qu'il y a des traces, c'est qu'on ne les avait pas assemblées. Et on n'avait pas fait surgir l'idée que c'était un jardin africain. Oui, c'est ça. Mais dans la culture de l'entraide, c'est devenu un écrit. Oui, mais quand je parle de manière générale, je n'entends pas parler justement non, on de ça. Non, pas. C'était pour ça qu'il fallait combler ce vide-là. Exactement. Et donc, c'est surtout aussi pour ponctuer dans tout ce qu'on a de l'Afrique. Ceci ne paraît pas de manière évidente. Par contre, c'est en pratique.
C'est une pratique qu'on Oui, a c'est des régulièrement. pratiques. Et ça, donc, je pense que c'était important quand même de le souligner, même si effectivement, tu as fait des révélations là-dessus dans ton livre, et ça permet de confirmer, De confirmer, tout cela. Alors, si je puis me permettre, puisqu'à un moment, on disait, oui, jardin créole, jardin bocaille, il y a un terme aussi qui s'applique au jardin bocaille ou au jardin africain, c'est le dégras. Oui, tout à fait. Exact, oui. Voilà. Exact, oui. Puisqu'il s'agissait, je ne sais pas si vous avez connu ça, mais de dégrader terre pour pouvoir renouveler. Et c'est exactement, et pour te faire dégrader, il faut que tu connaisses découpage, ces cycles alignants, et en fonction de ça, tu es qu'à planter. Et il y a plusieurs endroits en Martinique qui portent le nom de dégras. Je crois qu'il y en a un au Diamant. Je crois qu'il y en a un ailleurs, mais celui que je connais le mieux, c'est voilà. Et celui que je connais le mieux, c'est Mondégras entre Rivière-Salée et Saint-Esprit, donc vers Font-Maçon. Mais c'est les porteurs de ces traditions, de ces termes, de cette mémoire-là, disparaissent de plus en plus. Mais il y a un auteur, il y a un Martiniquais, il me semble qu'il est décédé il n'y a pas très longtemps, qui a écrit un livre et qui parle de... Alors, il mélange jardin créole et des gras et tout ça, mais il a utilisé c'est l'un des rares qui a utilisé ce terme-là, effectivement. Maintenant, les scientifiques parlent de la science du jardin créole en termes de permaculture. Bien sûr. Et pour les Européens, c'est tout neuf. Mais nous, c'est des gars. Pour les Européens, c'est tout neuf, permaculture, mais comme les Africains ont des milliers d'années, ils sont plus vieux de milliers d'années, eh bien, ils n'ont pas attendu les Européens pour inventer la permaculture. Au contraire, ils ont, par rapport à ce qu'ils désignaient comme étant une culture un peu sauvage de fainéants, ils ont découvert que c'était la bonne façon. De toute façon, je l'ai dit dans l'émission qu'on a consacrée à Dibumba et Mbok, qu'on a l'impression que les Européens découvrent tout maintenant et on est obligé de perdre beaucoup de temps à revenir sur des choses que les Africains avaient déjà installées dans le monde et dont on aurait bénéficié s'il n'y avait pas cette idéologie mortifère qui empêchait qu'on reconnaisse que les nègres, et oui, ont d'abord pensé à toutes ces choses-là et qu'ils étaient en parfait équilibre avec la nature. Donc l'exposition va porter sur le jardin essentiellement. Exactement. Et pour confirmer ce que tu disais, il y a une déclinaison. Et il y a une région à Saint-Joseph qui s'appelle la Dégras. La Dégras derrière. D'accord. Donc cette exposition tourne autour de ça. Et donc, dans la peinture... Quelle date? Alors les dates, c'est... Elle va jusqu'au 13, hein? Elle va jusqu'au 13. On a fait le vernissage mercredi, le 4, et ça va jusqu'au 13. Donc il faut vous dépêcher d'y aller parce que le 13, quand vous verrez l'émission, le 13, ça sera 2 ou 3 jours après. Exact. Ça se terminera. Donc, l'idée, c'est de partir de la construction totalement technique, géométrique, etc. du jardin, c'est ça? C'est de là que je suis parti pour pouvoir rejoindre, parce qu'il y a le jardin et puis il y a les fameuses mathématiques africaines derrière. C'est-à-dire cette façon que les Africains avaient déjà de calculer, sans utiliser ni tablette ni feuille, mais juste en traçant à terre des barres parallèles avec des dizaines d'un côté, des unités de l'autre, des dizaines d'un côté et des unités de l'autre. C'est-à-dire si on voulait faire 22, c'est ce qu'on a démontré dans l'émission qu'on a faite mardi soir et que certaines personnes ont déjà vu, puisqu'il y a des gens qui se sont présentés hier à l'exposition en disant qu'ils ont découvert ça à la télé. Ils voulaient voir exactement comment on procédait pour calculer de cette façon. Et ça intéresse beaucoup de gens, et notamment aussi les enfants. Donc, avec ces barres parallèles, on signifiait des dizaines. Par exemple, on a 20 cocos ou 22 cocos, donc on va mettre 2 barres pour représenter les dizaines et 2 autres pour représenter donc les unités, comme on le voit apparaître là à l'écran. Donc, si on prend les 2 droites qui sont en haut, ça représente 2 dizaines. Les 2 autres droites qui sont en bas, juste en face, parallèle, ça veut dire juste en face, ça ferait donc les 22. Et les autres 22 de l'autre côté, vous avez 2 autres barres parallèles en face, et de l'autre côté, encore 2 autres unités, et ça fait 22 par 22. On a un résultat après qui s'inscrit dans l'intersection de ces droites.
Vous voyez en haut, dans le premier ovale, qui signifie donc premier découle la ligne, donc vous avez à l'intersection 4 points, là où ça se rejoint, ça fait 1, 2, 3, 4. Dans le grand ovale qui est au milieu, un peu moins distinct parce que la lumière en haut n'est pas très claire, dans le grand ovale en haut, vous avez donc 1, 2, 3, 4, 4 intersections en bas et 4 intersections en haut. Okay? Donc ça nous fait 4 et 4 8. Ça nous fait 8. Ovale ou losange? Non, le losange, c'est l'ensemble. L'ovale est ici, mais il n'est pas très distinct là, à la lumière. Il y a un ovale au milieu là. Et donc, on avait déjà un ici, un autre qui est au milieu, le grand ovale, avec les 2 fois 4 qui fait 8. Et puis un autre petit ovale à droite, à l'angle du losange. Et ça fait encore une intersection avec 4. Donc, on avait déjà au début 4, 8 et ensuite 4. Ça fait donc 484. Et si on contrôle, comme les gens ont fait au vernissage l'autre soir, on prend sa tablette et on contrôle, on fait 22 par 22 et ça tombe systématiquement 484. De même que tous les autres tableaux qui étaient là, on a fait l'expérience et donc ça donne un résultat exact. Et c'est comme ça que les Africains, là, j'ai fait les sillons de jardin pour donner la symbolique du jardin Bocaille. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait ce dessin, mais c'était directement à terre qui traçait, donc directement, et donc ça permettait d'avoir à l'intersection, c'est invariable, on a les résultats, et il suffisait de les entourer, comme j'ai entouré là avec le voile, pour décrire donc les lunaisons, c'est-à-dire grosso modo, premier quartier, la pleine lune, et puis le dernier quartier, qui nous permet de nous englober des résultats. Et quand on les compte, ça donne exactement ça. Mais ça c'est le plus simple. J'ai pris des modèles comme ça pour expliquer au public, mais ça va à des milliers, des fois. Alors, vous avez plus de traits, ça passe de dizaines à centaines, et au fur et à mesure, mais pareil, ça va vous donner les mêmes résultats. Si on obtient... Alors, si ce système a survécu ici, c'est quand même étrange parce qu'on a considéré que nos ancêtres étaient des analphabètes, des illettrés ou tout ce qu'on veut. Et aujourd'hui encore, on continue à dire qu'il y a au moins 15% de la population qui est analphabète parce que le système, je crois, a fini vraiment par les rendre analphabètes. Non pas illettrés, mais complètement analphabètes. Donc la question, c'est si ça s'est transmis jusqu'à chez nous, c'est que les personnes qui étaient là étaient détentrices de ces savoirs. Elles étaient, puisque aujourd'hui encore, le jardin qu'on appelle malencontreusement jardin créole, et dont on a dit que c'est un jardin en fait africain ou un des gras, peu importe, et ce jardin-là, il est la manifestation vivante, la preuve vivante d'une excellence africaine. Enfin, malgré le fait que on a considéré que l'esclavage, c'est vrai, c'est le summum de la déshumanisation et que de ce fait-là, nos ancêtres sont passés à la trappe aussi, qu'ils n'avaient plus rien dans leur tête une fois qu'ils sont tombés dans la trappe de l'esclavage. Donc comment expliquer à des gens qui ont fini par se convaincre qu'il n'y a rien d'africain, en tout cas rien qui soit positivement regardé ici, et que finalement on retrouve aujourd'hui des traces de ce savoir mathématique qu'on conteste d'ailleurs aux Africains. Et ce savoir mathématique, la plus grande preuve qu'on peut avoir, c'est l'édification de ces monuments en Égypte. Ce sont ces mêmes Africains, parce que l'os des Issango, ça a été récupéré au centre de l'Afrique, tout près de ce fleuve, du lac, et puis du fleuve qui sort de là, et le Nil, et qui remonte en Égypte. Et c'est par ce chemin que les premiers Africains sont remontés pour pouvoir édifier donc, ces fameuses pyramides. Et jusqu'à présent, on n'arrive pas à contrôler, on n'arrive pas à démystifier les formules mathématiques qu'ils ont trouvées pour pouvoir édifier ces monuments. Donc ça prouve déjà qu'il y avait une valeur mathématique derrière ce qu'ils faisaient. Mais au-delà de cela, il y a aussi les Yoruba qui avaient déjà des formules mathématiques assez précises et qu'on peut retrouver dans leur alors ce qu'on sait, c'est que comme nos populations sont endoctrinées par des personnes qui ne croient pas en l'Afrique du tout, les idées qui courent sur ce sujet-là sont que les mathématiques,
sont revendiquées en termes d'invention par les Arabes et par les Indiens. Et quand on dit que les Africains ont, même quand aujourd'hui encore on révèle dans des fins fonds de contrées africaines des génies africains, des enfants qui naissent avec des pouvoirs extraordinaires, ben, ça ne suffit pas pour apporter la preuve que éventuellement les Africains seraient les inventeurs des mathématiques, étant donné qu'on leur reconnaît d'être une antériorité en termes d'existence sur Terre. Alors comment on va demander aux gens, comment les gens se débattent entre ces origines et ces revendications d'une origine arabe, indienne ou africaine. Les Européens, je crois qu'ils se sont retenus quand même un petit peu de dire que ça vient d'eux. Je ne sais pas si ils se sont vraiment retenus complètement, parce que, par exemple, aujourd'hui, le monde est informatique. Tout est numérique, tout est informatique. Et ce qu'on n'apprend pas à nos enfants, c'est que l'informatique vient de l'Afrique noire. C'est-à-dire que aujourd'hui, on le dit, les fractales. Mais avant même d'exposer, parce que c'est compliqué, les fractales, beaucoup plus simplement, le système binaire, c'est-à-dire les 0 et les 1, ça vient du système africain où il traçait un trait ou 2 traits. Donc ça, c'était le système binaire. Et il l'appliquait aux 4 éléments. Le système de traits que Joseph exactement. Il l'appliquait aux 4 éléments, c'est-à-dire l'eau, l'air, la terre, le feu. L'élément mâle, l'élément femelle faisait qu'il y avait un trait ou 2 traits. Et c'est ça qui, par déclinaison de ces 4 éléments-là, aboutissait à 256 possibilités, qui sont en fait 256 signes qui détermine tout de suite, finalement, alors pour certains... Le fameux codex de la géomancie. Voilà, mais très simplement, pour rappeler à nos enfants que l'informatique au début, c'est des 0 et des 1, c'est-à-dire selon que la lumière est éteinte ou allumée, ça détermine un signe ou un autre. Et avec des combinaisons, on arrive à déterminer des chiffres, des lettres, des couleurs. Et c'est ce qui anime jusqu'à aujourd'hui les téléphones, les tablettes, les télévisions. C'est ça le principe. Tout le numérique, en fait. Tout le numérique est africain. Mais c'est vrai qu'il faut peut-être mettre l'accent là-dessus. On a tendance à croire que la technologie, la technique, le savoir, toutes ces choses-là viennent de l'Occident. Mais le film, là, Les Figures de l'ombre, c'est bien cela qu'elle a fait. L'une de celles qui a élaboré les formules mathématiques. Le programme de la NASA. Oui, les formules mathématiques aussi, qui ne leur permettaient pas de réussir d'ailleurs, parce qu'ils ne savaient pas. Il y a eu ces femmes qui sont intervenues, qui sont des Africaines-Américaines, et qui ont d'ailleurs utilisé le système binaire véritablement. On l'a vu, pour les premiers ordinateurs ont été, j'allais presque dire, mis en branle par une Afro-Américaine. Donc voilà, les raisons pour lesquelles vous ne connaissez pas votre histoire sont peut-être là. Comment on vous a érigé en peuple d'ignorants, d'analphabètes, etc., de pas sortir de l'histoire. Vous avez un président célèbre qui vous a dit que l'Afrique n'était pas entrée dans quoi ? Dans l'histoire. Dans l'histoire, justement. Eh bien, tout ce que vous portez comme héritage prestigieux et que le monde utilise allègrement sans trop vous y impliquer, en vous faisant comprendre que voilà, vous êtes des parasites vous utilisez un petit peu feignacement de grandes inventions des autres, et bien très souvent, ce sont les vôtres qui sont à l'origine de ces grandes inventions. Et nous parlons là du jardin avec Djoser, et vous voyez, même dans le jardin, nos ancêtres qu'on a accusés d'être fainéants et de faire un jardin fourre-tout, et bien en fait, ils appliquaient des formules mathématiques à la façon, et ils étaient en lien très étroit avec comment on dit ça les astres. Les astres, les constellations, donc, tout ça. Ils surveillaient très étroitement les mouvements de la Lune pour prendre des décisions. D'ailleurs, il y a une radio qui présente chaque jour
aux auditeurs l'état de la Lune et ce qu'on peut faire ce jour-là, pour les végétaux, pour les animaux et pour les personnes. Mais tout ça remonte à cette époque-là, c'est ça, parce qu'ils n'avaient pas que la Lune qu'ils avaient observée, mais toutes les constellations, et c'est-à-dire les fameux tracés, ce qu'on appelle en gros l'horoscope. Bon, c'est la référence de tous les signes qu'ils avaient notés, qui donnaient la forme du Sagittaire, du Lion, tout ça, et donc qu'on retrouve reproduit dans les façades des plafonds des temples en Égypte. Mais pourquoi on en est là, ici, comme ça, mais aussi dans le monde? C'est parce qu'au début, on a une histoire qui a été falsifiée. Quand on parle de civilisation, on dit que c'est la civilisation romaine qui a commencé par établir toute la civilisation autour de la Méditerranée. Le bassin de la Méditerranée. Mais la Méditerranée, les Romains, ils ont récupéré ça chez les Grecs. Et les Grecs, où est-ce qu'ils ont été instruits? Ils ont été instruits en Égypte. Chez les Africains. Et donc, c'est chez les Africains qu'on appelle les anciens Africains parce qu'on a une figure de l'Égypte, on a une représentation de l'Égypte actuelle. On voit des gens qui ont un profil, effectivement, qui ne rappelle pas tout à fait les Noirs. Mais l'origine c'était des Noirs qui étaient... dans les temples, c'est très manifeste. Dans les temples, oui, exactement. Ce qui est étonnant, c'est que les Blancs continuent à dire que les Égyptiens étaient des Blancs. Ou en tout cas une variété de blancs. Mais les guides en Égypte qui sont pourtant instruits, qui sont installés, ils vont vous véhiculer pendant un moment avec des anciens Africains jusqu'à ce que vous les interpellez pour leur demander, mais un ancien Africain c'était quoi? Un ancien Égyptien c'était quoi? C'est là qu'ils vous disent que ce sont des Africains, mais comme si le mot a des difficultés à sortir. Non, le mot n'a pas, c'est idéologique, ça. Le mot n'a pas de difficulté à sortir, mais je vais vous raconter. Alors, moi, ce que je voulais surtout dire, c'est que lorsqu'on dit nos ancêtres ont caché dans nos pratiques toute cette science, en fait, ils ont caché dans toutes nos pratiques courantes et même dans notre langage des éléments qu'il nous appartient d'aller redécouvrir, d'aller chercher. Oui, parce que c'était incorporé et c'était des automatismes. Ils l'ont fait pas seulement dans l'art culinaire, dans les arts, dans la musique, dans la danse, etc., dans le carnaval. Et c'est Césaire qui nous disait, mais voilà, les masques de Casamance ou d'ailleurs. Ils l'ont fait également dans le dégras, donc dans le jardin. Au point que c'est bien plus tard, moi, que j'ai découvert, alors que je voyais bonne maman aller dans son dégras, aller dans son jardin, monter sur sa fourche, etc., planter à telle ou telle lune, il a fallu... Et c'était une tâche des femmes que nos mères ont traqué. Il a fallu que je rencontre la Sopama, et notamment Monsieur Pinceau-Cluzel, Jean-Philippe, à qui je rends hommage, il est décédé aujourd'hui, pour découvrir que le jardin créole, c'était pas seulement... ou en tout cas le jardin Bocaï, jardin africain. C'était pas seulement un endroit où on pouvait fabriquer à boire et manger, mais qu'il était également un endroit où on pouvait non seulement embellir, décorer, se protéger et soigner, mais surtout qu'il avait une dimension. Beaucoup d'alicaments. Mais qu'il avait aussi une fonction spirituelle. Absolument. Une fonction spirituelle qu'aujourd'hui on gagnerait à aller redécouvrir. Donc vraiment, cette exposition, j'irai et je vous invite tous à y aller. Je nous invite tous à y aller. Parce que mais il y a une chose, il faut faire vite puisque c'est le 13 qu'elle sort. Il y a une chose qui est importante aussi dans le jardin, c'est la vision de la capacité de se projeter des aînés, puisque les plantes étaient, la plantation, dans le jardin, était organisée en prévision d'avoir des saisons et de ce que une plante finie, une saison finie, une autre prenait le relais, et donc il ne manquait jamais de rien. Mais en dehors de ça, il y avait donc effectivement ces configurations qui étaient totalement, qui organisaient. Et les petits surplus étaient prévus d'être soit échangés, soit vendus sur les marchés, puisque le marché a vu son existence liée au fait qu'il y avait ces jardins et qu'il y avait des surplus qui s'échangeaient. Donc vous avez de quoi faire, et puis surtout...
à vous intéresser. On ne peut que vous demander de le faire parce qu'aujourd'hui on va vous parler de la DIPA, mais vous allez voir, chaque fois qu'on vous invite à vous intéresser à votre héritage africain, vous traînez des pieds parce que vous n'êtes pas convaincu ou parce que vous trouvez que la modernité elle est plus jolie, elle est plus moderne naturellement. Mais qu'est-ce qui fait modernité s'il n'y avait pas ancestralité? Qu'est-ce que c'est que des gens qui seraient tombés du ciel tout cuits dans une grande marmite et qui feraient des choses? La preuve, c'est que la modernité, elle puise très largement dans le patrimoine africain pour exister. Et je vous ai dit qu'on se répète, on perd du temps, parce qu'il y a des gens qui ont décidé de ne pas reconnaître aux Africains leur rapport au monde. Alors, donc, on vous invite à aller voir cette exposition, et puis on va entrer dans notre sujet, qui est la DIPA, la décennie des personnes d'ascendance africaine, donc qui a été c'est une évolution qui a été prise le 18 novembre 2014 et qui concerne donc une décennie, donc qui s'arrête. On a vu le 31 décembre 2024. 2024. Donc nous avons, j'allais dire perdu déjà, puisque c'est depuis 2015, quelques années, parce que nous aussi, nous sommes assez indécis, nous avons beaucoup de mal à nous positionner par rapport à cette décennie, alors qu'en Guadeloupe, beaucoup de choses sont faites. Les frères haïtiens ont un beau programme aussi à ce sujet, sur toute la décennie. Ils ont déjà établi leur programme. On sait qu'il y a des choses qui se font au Venezuela, à Cuba, aux États-Unis. On a beaucoup de mal dans les colonies françaises, c'est vrai. Mais à Guadeloupe, ils réussissent quand même un certain nombre de choses. Donc, on se demande pourquoi nous, à la Martinique, on est si coincés. Sinon, parce que la lutte idéologique et l'anti-africanisme, probablement, ça déplaira à certaines personnes d'entendre ça, mais c'est bien le cas. Et puis, l'éloge du métissage, de la créolité, qui sont des pseudo-théories destinées à vous faire perdre le sens de vous-même. Parce que la créolité, c'est quand même pas tombé du ciel. Et le métissage, on n'a jamais vu le sang organiser le monde. Ce sont des cultures, des gens en chair et en os qui l'ont organisé avec leur vision du monde. Donc, cette décennie concerne la diaspora, les diasporas africaines dans le monde. Je vais vous donner quelques chiffres concernant cette diaspora, justement, pour que vous compreniez combien elle est nombreuse, alors qu'on n'en parle pas, y compris dans la Caraïbe. Donc, ce qu'on appelle la diaspora, c'est diaspora africaine, ce sont ces gens d'origine africaine ou africains qui vivent ailleurs qu'en Afrique, qui ont immigré volontairement ou involontairement, ceux qui sont donc descendants d'Africains déportés et mis en esclavage. Ils constituent le groupe le plus nombreux, principalement concentré sur le continent américain. Ce qu'on appelle continent américain, c'est aussi les Américains. Alors, les estimations chiffrées de cette composante afro-diaspora africaine, sur les 4 continents, on estime que les Africains, en dehors de l'Afrique, représentent 200 millions de personnes. C'est déjà un peu vieux, ces chiffres-là sont déjà un peu vieux. En dehors de l'Afrique, 200 millions de personnes. On peut estimer qu'au moins 162 millions d'afro-descendants vivent en Amérique et aux Antilles, et au moins 12 millions en Europe. Le reste, sur les autres continents. Sur les 162 millions d'Africains et d'afro-descendants sur le continent américain, 70 millions parlent le portugais, 60 millions l'anglais, 18 millions l'espagnol, 12 millions le français et 2 millions le créole uniquement. Le Brésil représente, la population afro représente 50%, soit 70 millions de personnes au Brésil, de personnes noires ou afro-descendantes. Aux USA, 14% de la population, soit 44 millions de personnes. En Haïti, 99% de la population, soit 12,5 millions, dont 2 millions qui vivent aux USA et au Canada.
Au Mexique, 9% de la population sont afro, soit 8 millions de personnes. Au Mexique. En Colombie, 15%, soit 6 millions de personnes. Au Venezuela, 15%, soit 4 millions de personnes. En France, 6%, soit 4 millions, dont 1,5 million dans les DOM. Bon, aujourd'hui, on sait qu'on est plutôt plus proche de 2 millions. En Grande-Bretagne, 5%, soit 3 millions de personnes. À Cuba, 30% de la population, soit 3 millions de personnes. Jamaïque, 97%, soit 2,7 millions de personnes. À Porto Rico, 33% de la population, soit 1 million de personnes, donc afrodescendants. Et puis divers Antilles, 10 millions. Et divers Europe, 5 millions. Vous avez vu? Donc ce sont des chiffres qu'on pourra toujours vous envoyer si vous les demandez à la rédaction. Mais ceci pour vous parler de la diaspora, puisque voilà, dans le discours idéologique dans lequel nous baignons, on est censé être des métis et on a fusionné, je ne sais avec quel corps étrange qui a fait disparaître, diluer l'africanité des populations. Et vous voyez qu'on arrive à établir des statistiques. Elles sont officielles et elles disent quelque chose. Au Brésil, 70 millions de personnes, 44 millions aux États-Unis, etc., etc. Et dans les petites Amériques, dans les îles qui nous intéressent, qui nous entourent, ou bien en Amérique centrale, vous avez des composantes africaines dont on n'a jamais connu l'existence. Il y a même des endroits où elles ont disparu, ces composantes. Parce que vous avez vu qu'en Argentine ici, qui n'est pas mentionnée, eh bien, il y avait une composante africaine dont on se demande aujourd'hui où elle a passé. On ne sait pas. Donc, il y a des populations africaines qui disparaissent parce qu'on les extermine aussi, et parce qu'on les cache, et on ne sait pas. Donc, c'est en fouillant beaucoup qu'on découvre que, d'ailleurs, dans le film de Route de l'esclave, hein, que je vous conseillerais de regarder, allez le chercher sur le site de l'UNESCO. Vous allez voir, tout ça c'est bien raconté depuis les origines de l'esclavage, de la traite arabo-musulmane jusqu'à aujourd'hui, et vous verrez toutes les populations qui sont mentionnées, révélées, et parce qu'on nous les cache, etc., etc. Donc, quand... Mais la diaspora noire, elle s'évalue au-delà de l'esclavage, hein, c'est-à-dire il y a aussi en Asie, il y a aussi... Ah oui. Donc, non, là on a parlé des Américains. Je n'ai parlé que de la diaspora dans les Amériques. Donc, je ne vous parle pas de l'Afrique dans le reste du monde. Parce que on vous dit, quand même vivant ailleurs que en Afrique, 200 millions, mais bon, voilà, probablement que ces chiffres sont à revoir. Alors voilà, donc avec Popo essentiellement et Georges Emmanuel, on va vous parler de cette décennie que Popo avait déjà, parce que nous ne sommes peut-être pas assez conséquents, que Popo avait déjà résumé dans un texte qu'il nous avait envoyé et qui avait repris les grands aspects de cette décennie et ce en quoi elle nous concernait. Donc, je voulais juste vous rappeler qu'il y a une définition qui parle de diaspora, et vous avez beau dire que vous êtes créole ou je ne sais quelle autre invention du siècle, eh bien, vous faites partie de la diaspora. Et les Nations Unies ont donné comme consigne aux États qui ont reçu des Africains qu'ils ont déportés, qu'ils ont mis en esclavage, les Nations Unies, avec toutes les comment on va dire ça, les réserves qu'on aura, eh bien, voilà une chose qui est très officielle et qui détaille, qui demande donc aux États, notamment à la France, donc de prendre ses responsabilités concernant cette composante qui est la plus discriminée, la plus en échec social, la plus en échec scolaire, qui a le moins de perspectives d'évolution. Donc c'est vraiment, il y a vraiment des raisons qui expliquent l'existence aujourd'hui de cette DIPA, de cette décennie. Alors,
je résume sur la diaspora, toute personne ressortissant d'un État africain et vivant à l'étranger, tous les États étrangers dont les ressortissants sont originaires du continent africain et manifestant leurs appartenances effectives à la diaspora africaine. Toute personne se reconnaissant et ayant la conscience des descendants d'ancêtres venus du continent africain, soit par le biais de migration ou par le biais de l'esclavage. Cette définition sur la diaspora africaine tient aussi compte des ressortissants africains ayant la double nationalité ou la triple nationalité. Voilà, donc on a posé le cadre. Quand l'ONU s'adresse, ou les Nations Unies, aux afrodescendants, elle nous parle de, ou il nous parle, elle nous parle de la diaspora africaine, dont les Martiniquais, entre autres, font partie. Voilà. Alors, Popo, je vous laisse vous exprimer là-dessus. Si... Oui, avant d'aller plus loin, je voudrais quand même rappeler rapidement les circonstances qui ont provoqué cette résolution. Ensuite, considérer un peu la matière même, le contenu même de cette résolution et les quelques réserves qu'on peut y opposer. Enfin, dans les échanges, voir ici à la Martinique, qu'est-ce que nous pouvons en faire, puisque des initiatives ont été prises qui, comme trop souvent, malheureusement, se sont ensablées aussi vite qu'elles ont été envisagées. Alors donc, pour rappeler le contexte, on va prendre comme événement marquant Durban 2001, donc une conférence à Durban sur le racisme, où les militants panafricanistes et en particulier les militants réparationnistes ont particulièrement pesé dans les débats pour faire admettre le caractère spécifique et préoccupant des déportations transatlantiques et de leurs conséquences globales dans le monde et en particulier sur les personnes issues de cet holocauste. Donc, Durban. Alors, Durban, 31 août 2001. Au 8 septembre 2001. 2001. Dans la foulée, il y a la loi dite Taubira en France, qui est contemporaine de Durban. En Afrique du Sud. Durban, c'est en Afrique du Sud. C'est donc une conférence internationale qui rassemble un certain nombre de personnes. Les gens étaient plus partis pour traiter plutôt de ce qu'on appelle l'antisémitisme, en fait, qu'on devrait précisément indiquer comme judéophobie, parce que les Arabes aussi sont des sémites, donc l'antisémitisme devrait concerner les Arabes. Or, en général, ce sont eux qui sont visés comme les principaux coupables de ce qu'on appelle l'antisémitisme. Bon. Et ce débat s'est ouvert aussi sur les questions concernant la négrophobie, on va dire le racisme anti-noir. Et on posait aussi fermement la question des réparations, c'est Durban. Ensuite vient la loi Taubira, c'est dans la même foulée, et il y a 10 années de tractation où certains États bolivaristes ont particulièrement insisté pour obtenir que finalement l'ONU prenne ses préoccupations en charge et dans ce que nous connaissons désormais comme étant la résolution 68-237, qui a été prise donc en 2014 et qui institue 2015-2024 une décennie des personnes d'ascendance africaine. Voici le contexte général d'où procède cette décennie internationale des personnes d'ascendance africaine. Je tenais à rappeler ce contexte pour signaler la dimension réparationniste des préoccupations qui ont provoqué cette résolution et pour indiquer aussitôt la disparition de ces préoccupations réparationnistes dans le texte de la fameuse résolution, puisque son thème, c'est considération, justice et développement. Ses objectifs, c'est promouvoir le respect, promouvoir une meilleure connaissance, adopter et renforcer les cadres juridiques. C'est donc s'occuper de la question d'un point de vue des discriminations, des injustices, des inégalités, et quasi aucunement au point de vue des réparations. J'en parle volontiers en présence d'Anne Ileko, qu'on connaît aussi sous le nom de Maître Germani, et qui, en sa qualité de Maître Germani, est aussi l'avocat
qui défend la cause des réparations, dans le pool d'avocats qui défend la cause des réparations à Martinique. Voilà rapidement pour le contexte. Je reviendrai sur le test au cours des échanges. D'accord. Mais est-ce que... alors, il y avait... dans la résolution, on trouvait à la page... parce que c'est une résolution de 13 pages, on trouve... disponible en PDF, librement accessible sur la toile. Vous tapez sur le site, vous tapez simplement DIPA, résolution... Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine. Et vous allez trouver. Mais il y a une petite évocation de la question des réparations, mais c'est vrai qu'elle est minimale, quoi. Alors, c'est à nous, comme dit Popo dans son autre texte, d'en faire quelque chose, de poser, nos besoins, de définir nos besoins. Alors, par rapport à la conférence du Durban, vous allez trouver aussi sur Internet le texte de toute cette conférence de 2001 qui comporte 161 pages. Donc c'est un gros document et ça s'intitule « Rapport de la conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée ». Donc vous allez trouver ce texte à lire puisque c'est à partir de ce texte que des personnes qui se battent pour les afrodescendants dans le monde ont exigé donc à l'ONU que cette résolution soit prise. Alors, j'ai retrouvé, si je peux Pour me permettre, citer les principaux objectifs. Voilà. Alors, pour être un petit peu précis sur ce qui vient d'être évoqué, en fait, c'est le point D d'une sous-partie concernant la justice, qui est de veiller à ce que les personnes d'ascendance africaine aient pleinement accès à une protection et à des voies de recours effectives grâce à des tribunaux nationaux compétents et à d'autres institutions de l'État contre les actes de discrimination raciale, quels qu'ils soient, et notamment le droit à réclamer et d'obtenir dûment réparation ou satisfaction pour tout préjudice subi du fait d'une telle discrimination. C'est là qu'on voit le premier temps de la réparation. C'est-à-dire que même si cette résolution n'écarte pas complètement le principe de la réparation, il la relègue au rang des préjudices à réparer au regard de la discrimination, alors qu'en réalité, la vraie thématique à poser et à mettre en avant, c'est celle de la réparation. C'est la seule qui compte à mon sens, parce que c'est la seule qui justifie une décennie. Alors, pour bien comprendre comment ça a été mis en place, Popo nous a rappelé très précisément d'où ça vient, de quand ça vient, de quand ça date. Et tu l'as dit, effectivement, la France détourne tout ça, essaie de détourner tout ça pour fuir ses responsabilités. Et quand, par exemple, en 2011, on a décrété l'année 2011, année des personnes d'ascendance africaine, la France a décrété, elle, l'année des Outre-mer. Ce qui n'a rien à voir, c'est de la négation totale, du négationnisme, je dirais, du quotidien, du négationnisme moderne. Et bien là, de la même façon, quelque part, il y a cette idée qu'on peut confondre les concepts entre eux pour mieux les contester. C'est qu'on va parler des 4 objectifs de la décennie ou des 3 principes, puisque l'ONU a voté ça en 2 temps. Dans un premier temps, en décembre, le 23 décembre 2014, on a effectivement décrété le principe de la décennie avec le principe de la reconnaissance, de la justice et du développement. Bon. Et puis, l'ONU, voyant que ce n'était pas suffisant ou qu'il fallait contrer ou cadrer, a pris une deuxième résolution en 2014 qui, celle-là, cette fois, définissait le programme. C'est ça. Donc, on fixe le principe de la décennie en 2013 et ensuite, on fixe le programme en 2014 et en disant qu'on va faire de la reconnaissance, qu'on va lutter contre les discriminations, qu'on va travailler sur le terrain de la justice
et qu'on va également avoir un aspect développement économique, mais on suppose développement économique, social, culturel, puisque dans la déclinaison du programme, on voit bien qu'il y a cet aspect social, culturel et même parfois historiographique. voilà, Aussi. voilà. Oui. Mais quelque part aussi, on a le sentiment que ça n'engage pas, puisque c'est pris les États, ça n'engage pas à grand-chose au bénéfice soit des personnes individuellement, soit des groupes de personnes, que ce soit des populations, des associations ou des États ou des mini-États dans leur rapport historique en tant que victimes par rapport à d'autres États qui ont bénéficié et qui bénéficient jusqu'à présent de ce qu'on a fait subir à ces populations. Donc, moi, voilà ce que je voulais dire. C'est un minimum qu'on a obtenu des Nations Unies. Je rappelle que les Nations Unies, c'est le monde, hein, c'est les nations du monde. Avant, ça s'appelait la Société des Nations. Aujourd'hui, ça s'appelle les Nations Unies ou l'Organisation des Nations Unies. Ça sert à faire la guerre ou à faire la paix, ou empêcher la guerre, ou empêcher la paix. Ou empêcher le développement de certains pays. Alors, en lien avec le FMI, avec l'OMS, etc. Donc, c'est un gros machin, comme pourrait dire un génocidaire français, le général de Gaulle. C'est malgré tout une organisation qui compte. Mais à notre niveau, c'est à nous de faire vivre cette décennie-là. Alors, comme on n'a pas le pouvoir d'un État, de lui mettre un contenu. Comme on n'a pas le pouvoir d'un État, on a le pouvoir que des citoyens, des individus. Mais malgré tout, on peut faire quelque chose. On peut travailler sur les opinions publiques. On peut poser les questions de transport, parce que cette décennie, elle n'a pas de sens si on ne se rencontre pas les uns les autres et si on n'a pas les moyens de se déplacer. Ou si ceux qui ont les moyens n'ont pas les visas, etc., ça n'ira pas bien loin. On aura beau égrener le nombre de personnes par pays qui sont d'ascendance africaine, mais s'ils ne peuvent pas faire le lien entre eux, il y a eu un film, par La Route de l'esclave, il y a eu un film qui a été projeté dans le Memorial Act et qui essaie de faire le lien africain entre les différents peuples africains des Caraïbes et de l'Amérique latine. Et c'est incroyable comment on retrouve des similitudes en termes bantous, en termes des différents peuples de déportés, en termes Yoruba, etc. Mais si on ne le fait pas savoir, si on n'a pas les moyens de le faire savoir, pensez que c'est à la DRAC, le truc français là, qui sert à nous fabriquer des Français, qu'on va obtenir les moyens d'eux. Mais il faut que le directeur de la DRAC soit fou ou qu'il soit anti-français pour respecter une résolution des Nations Unies, mais qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, il ne respecte pas. Parce que c'est une injonction, une invitation faite aux États, mais c'est d'abord une obligation et un devoir moral de tout être humain qui peut faire quelque chose, de faire quelque chose. Et aujourd'hui, on constate que tant les institutions françaises que individuellement les personnes qui la composent s'installent et se vautrent dans cette indignité qui consiste à ne rien faire, ne rien dire. Quand on ne sait pas, c'est difficile. Mais quand on sait qu'on ne fait pas, c'est criminel. Oui, et puis c'est un mépris incroyable. Mais il me semble que c'est de cela d'abord dont on souffre, le fait qu'il existe, parce que on a parlé de la résolution 68-237, mais avant, dans ce texte-là, que vous pourrez télécharger sur Internet, vous avez tout un tas de décisions qui avaient déjà été prises. Il y a 64-169 en décembre 2009, en décembre 97, en décembre 2007. Enfin, il y a toute une série de dispositions qui avaient déjà été prises, dont on n'a jamais entendu parler, et on a rebondi sur la DIPA,
la décennie des personnes d'ascendance africaine, parce qu'on a eu un écho ici à travers le mur, mais on n'a pas réagi, même à Durban. Qu'est-ce qui a véhiculé les idées de Durban ici? Non. Alors, ce qu'on disait sur cette résolution, et j'aimerais qu'on se prononce essentiellement là-dessus, parce qu'on ne pourra pas faire. Ce sont de gros textes, ça vous demande beaucoup d'implication et le temps de lire, de comprendre et d'essayer de savoir ce qu'on peut faire, parce que Maître Germani vous a dit très justement que la France ne prend pas en charge ce genre de dispositions, de préoccupations, et donc c'est éventuellement à la société civile de le faire. Ce qu'on a beaucoup des nôtres avec qui nous avions déjà réfléchi à ce sujet nous disaient que oui, l'ONU, c'est un organisme tout aussi colonial que les pays colonialistes, que les pays qui ont perpétré la traite négrière. Mais enfin, il y a aussi cette autre dimension que personne ne fait rien dans le monde pour soulager l'Afrique ou les Afro-descendants, qui sont, je vous le rappelle, la population la plus discriminée au monde. Donc il serait bon que, voilà, d'une manière ou d'une autre, on se bouge, permettez-moi l'expression. Alors, c'est vrai que ce texte est pavé de bonnes intentions, c'est ce que nous dit aussi, mais il n'y a pas de suivi de financement. Donc, il faut trouver les financements si on décide de faire des choses. Or, c'est le nerf de la guerre, et vous savez que pour l'Afrique ou sa descendance, il est très souvent d'émettre de bonnes idées, mais de ne jamais les accompagner d'une possibilité de les faire exister de manière concrète. Alors, comment est-ce que nous pourrions nous approprier cette décennie? Reste la question à se poser. Et puis, il y a aussi l'autre question, c'est comment exprimer une africanité, en tout cas une afrodescendance dans un pays qui ne reconnaît même pas qu'elle a des afrodescendants en son sein, puisque la France ne veut pas de statistiques ethniques, elle ne veut pas parler de noirs. Aujourd'hui, les blancs sont quand même autorisés à appeler les noirs blacks, parce que ça permet de ne plus entendre, etc. Et puis, les noirs eux-mêmes se désignent d'ailleurs comme des blacks, et toutes les stratégies qui sont mises en place sont destinées à évacuer cette problématique. On sait bien qu'on est dans une république sans couleur, et pourtant l'assimilation existe. Et l'assimilation, c'est quoi? Sinon l'imposition de la culture du dominant à des masses de personnes venues d'ailleurs qui ont envie aussi d'exister à travers leur tradition culturelle, mais à qui ça n'est pas permis. Je vous rappelle que beaucoup de Martiniquais qui sont de plus en plus convaincus de descendre d'Afrique sont allés, à travers des analyses de leur ADN, sont allés chercher leurs origines. Et qu'ils savent aujourd'hui, donc en leur sein, ils sont... Avant-hier, j'ai une étudiante qui m'a dit, ça y est, j'ai fait ma recherche, je suis Téké, du peuple Téké. Nous avons... C'est au Congo. C'est au Congo. Nous avons des personnes qui sont du Cameroun, comment c'était? Bamileke. D'autres qui sont Djolo, d'autres qui sont... etc. Et des gens, des Martiniquais qui sont allés chercher leurs origines pour se situer et sortir de cette négation de leur existence en tant qu'afro-descendants qui se pratique dans notre société de manière très décomplexée. Alors, concernant cette décennie, il y avait déjà eu en 2016 un texte, bon, je ne sais pas, mais bien sûr, quand on les montre comme ça, on ne voit rien du tout, mais c'était Madame Fanon qui est aussi très contestée, hein, mais c'est pas grave. Ce sont des gens qui se sont prononcés ici en janvier 2016 autour de la décennie, de sa mise en œuvre, et l'article s'intitule « Que la France aille au-delà de la simple reconnaissance de l'esclavage ». Et vous savez que la loi Taubira ne nous a rien garanti du tout, puisqu'aujourd'hui, à force de la grignoter, il ne nous reste plus rien, et elle serait une loi mémorielle et pas une vraie loi. Enfin bref, vous êtes dans un bâton qu'on vous tend, enfin une sorte de, comment on dit ça,
Un os à ronger. Un os à ronger, et puis on vous le retire. Quand vous commencez à le ronger, on vous le retire, puisque, voilà, il faudrait effectivement mettre en œuvre un certain nombre de choses qu'on refuse de faire. Alors, donc, qu'est-ce que vous pensez, Dioser, de cette décennie? Nous, notre préoccupation aujourd'hui, et c'est pour cette raison que nous avons décidé cette émission, c'est est-ce qu'on est déjà en 2018, la décennie va s'arrêter en 2024, et nous, ici à la Martinique, nous n'avons rien fait. J'ai parlé des Haïtiens qui ont un programme jusqu'à 2024. Ils l'ont déjà, ils étaient en train de préparer leur budget quand ils nous ont donné leur texte. Au Venezuela, nous savons que chaque année, il y a des choses qui se font autour de la décennie. Et il y a en Guadeloupe le mois de l'Afrique au moins qui sert aussi de support à ça, à parler de ces problématiques. Donc nous à la Martinique, nous ne faisons rien, nous n'avons rien fait. Et chacun de son côté essaye de dire deux petits mots, mais ça n'arrive pas à se coaliser avec d'autres pour donner force à quelque chose qui existerait et qui parlerait de manière conséquente de la décennie. Alors j'ai vu que voilà, on a une exposition qui est censée combler le vide de musées et d'espaces qui afficheraient l'africanité de ce pays. Donc on continue à considérer que les Martiniquais c'est ouayou pareil, et puis c'est moins que des os à ronger puisqu'ils sont déjà pourris. Et voilà. Donc si ça devrait être un justificatif, il y a longtemps que ça l'aurait fait, parce qu'avant même qu'on signale la décennie, puisque c'est des éléments qui ont été rapportés d'un musée qui existe en France depuis longtemps et qui n'était pas, puisqu'à l'époque j'étais étudiant là-bas, et qui n'était pas tellement fréquenté ni par les Afro-descendants, ni par les Africains. Qui sont appropriés par qui viennent d'où? Mais c'est comme toutes les œuvres qui sont exploitées en France, ça vient de gens qui ont récupéré des œuvres entre parenthèses anonymes, on ne parle pas des auteurs, on parle pas de... Et ça circule, et donc ça nous revient comme ça, et que ça devrait être quelque chose qui nous intéresse. Mais ça, on ne peut pas mettre ça sous la bannière de descendants africains, non. Je vous dis, ça existait déjà, et en plus c'était situé dans un quartier où très peu de gens d'ascendance africaine fréquentaient, donc c'était déjà un symbole. Mais pour revenir... Mais il y a le mot Afrique dedans, et comme nous sommes habitués à nous contenter de très peu concernant cette composante de notre héritage, eh bien, ça nous remplit les yeux, peut-être les oreilles, et ça nous rend aveugles. Mais enfin, nous avons aussi une élite qui est là pour relayer et pour un petit peu sanctifier ceux qui ne pourraient pas se sanctifier tout seuls, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'on fait de cette décennie? Moi, modestement, c'est ce que je viens de faire là, mais que j'appuyais déjà depuis un certain temps, parce qu'il faut dire à l'origine, moi, depuis que j'ai fait les Beaux-Arts, tout mon travail a toujours été dans cette direction, c'est-à-dire le même travail qu'a fait Cheikh Anta Diop, qui est un travail scientifique. Moi, j'ai fait un travail purement artistique, et j'ai fait des recherches depuis les Beaux-Arts. On nous avait donné à rechercher ce qu'était la civilisation grecque, et ça c'est tout à fait par hasard. Je m'y mets complètement à fond. Alors qu'avant j'avais ignoré ça, c'est vrai, je l'avais ignoré parce qu'à l'époque, c'est vrai, je faisais de la musique et ça m'avait fait faire à peine 2 UV la première année, et on m'a signalé que je suis sur des Beaux-Arts, si j'en faisais pas plus la seconde année, j'en ai fait 12 qui m'a tout rattrapé. Mais dans ces 12, j'étais tombé donc sur cette proposition de faire des recherches sur la civilisation grecque. Et je m'y mets à fond. Les Beaux-Arts, c'était à côté du Louvre. Et je vais dans ce Louvre qui est très poussiéreux à l'époque, qui ne ressemble pas du tout à ce que c'est aujourd'hui. Et dans le dépoussiérage, je trouve des choses qui sont assez étonnantes. Je commence à reconnaître dans les premiers dessins grecs des bizarreries. Et je parle là, c'était vraiment grec, parce que les profils, c'était vraiment un profil grec. Mais le fait qu'on aille peindre, par exemple, sur des vases, des profils noirs, en peint noir, ça ressemble à ce que j'avais constaté, parce que j'étais aussi enseignant, ce que font les enfants. Nos enfants ici, si on leur dit de faire un dessin qui parle d'eux, qui parle de leurs origines et tout ça, mais bizarrement, ils vont faire un profil qui appartient à l'ordre de ceux qui les ont plus ou moins dominés
ils ne peuvent pas faire apparaître leur profil, même si c'est esquissé. Oui, leur imaginaire n'est pas colonisé totalement. Oui. Et donc, colonisé, c'est bien le terme. Et je me dis, mais pourquoi les Grecs s'amuseraient à peindre sur un vase? J'ai des exemples précis, hein, c'est ça qui m'avait frappé à l'époque. Un vase qui a un fond jaune, un beau jaune, et on fait des profils noirs, on dessine des profils noirs, des cheveux bouclés, mais qui ressemblent plus aux bouclés des cheveux des Grecs. Hein. Donc ça m'a déjà interpellé. Ensuite, je vais chercher les restes, je vois des sculptures au Louvre, et des sculptures à ce moment-là au Louvre, c'était ces fameuses sculptures grecques avec les profils, mais aussi en même temps, c'est associé au Louvre, on a aussi donc, cette partie où il y a des sculptures égyptiennes. Et ces sculptures, moi ça me frappe aussi. Il se trouve comme par hasard, c'était l'époque, l'année où on allait parler de la fameuse statue, la fameuse année de Toutankhamon. J'étais influencé par ça aussi parce que c'était dans la publicité, dans les journaux et tout ça. Mais j'étais étonné de voir que moi je reconnaissais dans ce gars-là quelqu'un de chez moi, personne ne disait, il n'y avait aucun livre, il n'y avait rien qui disait qu'il a une ascendance néo-africaine. Il était là juste comme une représentation qui doit faire vendre, qui doit faire, c'est-à-dire, c'est un produit de marketing. Alors ça m'a surtout poussé aussi à rechercher de ce sens pour voir ce que je reconnais en lui, Toutankhamon, qu'est-ce qu'il a comme rapport avec ces profils que j'ai là. Et dans ces profils, je vois beaucoup de nez cassés, des choses comme ça m'interpelle déjà. Oui, on est d'accord, mais on va rester un peu sur la DIPA parce que notre temps nous est compté. Alors, rapidement. Oui. Donc, à partir de ça, je vais à Londres parce que le Louvre, pour moi, ce n'est pas ça, ce n'était pas suffisant. Je vais donc au British Museum et je complète et je retrouve tout ce qui est dessin, tout ce qui est là, les profils sont bien affichés, on ne peut pas se tromper. On voit bien donc leurs origines et je reviens à partir de ça et pour moi je suis installé là-dedans que c'est nous qui avons justement établi cette fameuse civilisation qu'on a dit autour de la Méditerranée. Donc j'étais convaincu déjà et donc par la suite ça a toujours dominé tous mes travaux, même quand je vais faire des expos à la Nouvelle-Orléans, c'est toujours autour de ça. Donc quand c'est arrivé cette proposition, c'est vrai, je l'ai écoutée. En 2016, j'avais déjà les premiers tableaux. J'en ai parlé ici à des responsables, des gens qui étaient prêts, qui nous incitaient aussi. Mais en le disant, je ne voyais rien suivre. Alors j'ai continué mes travaux tout seul, en sachant que bon, ce n'est pas quelque chose que je vais inventer en tant qu'ascendance des Africains, ça se voit naturellement, et pour moi, dans mon travail, naturellement, donc je n'avais pas besoin d'ériger ça en drapeau. Et ce qui sort là, c'est une exposition tout à fait naturelle. Donc, c'est vrai qu'on constate, c'est très éclectique, je ne pourrais même pas vous parler d'autres éléments que je connais autour, mais je ne suis pas non plus persuadé que ce pays dominateur avec son style colonial, sera d'aider ou fera quoi que ce soit autour. Il y a quelque chose qui se passe qui est tout récent là. Il faut voir ce qui se passe en Guyane, par exemple. Donc, on n'a pas besoin d'attendre la décennie. On voit bien qu'il y a des choses à réparer. On voit des choses qui sont tout à fait d'actualité et qu'on pourrait faire. Hein. Nos afro-descendants qui sont là-bas, ils les ont cités, tout ce qu'il y a à faire, tout ce qu'il y a. On n'a pas besoin d'attendre la décennie pour le faire et personne ne fait rien jusqu'à présent avec toutes les promesses. Donc, personnellement, je vais vous dire, je n'attends pas d'aide ou de choses. Non, mais c'est ça. Donc, la question, c'est comment? Donc, dans la problématique de la sensibilisation autour de la DIPA. Donc, je résume, chers téléspectateurs. Vous irez chercher le texte de cette résolution sur le site de l'ONU, hein, et lisez-le. Il y a tout ce qui est proposé aux États qui ont pratiqué la traite négrière. La question de la réparation, c'est vrai qu'elle est traitée un peu légèrement. Mais toutes les questions des discriminations, du racisme, de la relégation du peuple noir, de tout ce qu'il subit dans les civilisations modernes qui sont appropriées par les Occidentaux, eh bien ça figure dans cette résolution. Et n'allez pas me dire que vous ne voyez pas de lien entre nos jeunes qui sont sous les abribus, qui sont à 60% au chômage et tout le reste, sans lien. Ne me dites pas que ça n'a pas de lien avec le fait que dans le monde entier, nos jeunes noirs sont sortis du système, exclus et en décomposition sociale littéralement.
Donc il y a un lien entre le chômage des Noirs, des jeunes Noirs qui se pérennisent et se transmettent de génération en génération, et cette situation de déportation des origines. Donc ce que nous voulons essayer de faire, c'est nous à la Martinique. Nous irons vers vous dans les communes. Nous demanderons encore aux bibliothèques et aux mairies de nous prêter des salles pour vous faire connaître ces textes-là, mais nous vous demandons de vous mobiliser autour de cela, puisque ça concerne aussi non seulement vous, mais vos jeunes, votre descendance. Alors, le projet, ce serait d'organiser dans les communes des sessions d'information du public afin de propager le contenu de cette décennie et d'envisager... À mon avis, on peut faire mieux. Non, dans un premier temps. Oui, dans un premier temps. L'information doit voilà. pas... Mais moi, j'aimerais m'adresser, en fait, à la fois au public qui, de façon générale, dit « Ouais, mais c'est pas à nous de faire, c'est à ceux qui ont les moyens, le pouvoir. » Aux élus, oui. On a des élus, on a des institutions, au-delà des élus. Hein, quand on parle bibliothèque, quand on parle musée, il y a des choses à faire. Donc, moi, je vais m'adresser aux responsables. En disant aux responsables, évidemment, on va essayer, avec notre bâton de pèlerin, avec notre absence de moyens, d'aller vers vous. Mais, messieurs les maires et conseillers municipaux en charge, bon, vous avez une énorme responsabilité. Les maires de communes ont une énorme responsabilité. Parce qu'à côté de l'irresponsabilité de l'éducation nationale, qui ne fait pas son travail en cette matière, vous avez en charge le temps périscolaire. Vous pouvez donc faire des choses sur ce temps-là. Prenez vos responsabilités, faites quelque chose pour les enfants sur ce temps périscolaire. Ayez une attitude active, proactive et véritablement fabriquer ce programme en regardant le site des Nations Unies et utiliser le temps périscolaire. Comme ça, les associations auront leur programme, les musées, les bibliothèques auront leur programme, mais je crois que les mairies ont en charge, en premier, me semble-t-il, parce que c'est le levier le plus important, la culture de proximité. Oui. Et il faut que ces mairies-là, en relation aussi, et je le dis avec les foyers ruraux, messieurs les présidents, mesdames les présidentes de foyers ruraux, prenez vos responsabilités, organisez des choses. Vous n'avez pas besoin tellement de chercher beaucoup d'intervenants. Regardez, vous avez un exemple, le jardin créole. Eh bien, partout en Martinique, il y a des grands sites où le jardin, on l'appelle le dégras. Eh bien, on a partout en Martinique des experts du dégras. Organisez des choses autour du dégras. Ça répondra effectivement à l'objectif qui est fait. Les entreprises. Aujourd'hui, dans les entreprises, malheureusement, on ne pratique pas assez le lien avec la culture. Et pourtant, le nombre d'entreprises qui ont des salles d'attente, là, il y a quelque chose à faire. Et des comités d'entreprise aussi. Et les comités d'entreprise ont, et j'allais y venir après, mais les entreprises ont, dans la réception du public, une action à mener aussi en termes de décor, en termes de culture, d'accès à la culture, aux produits culturels. Mais les comités d'entreprise qui organisaient des voyages un peu n'importe où, n'importe comment, je le dis franchement. Sauf en Afrique. Ils ne vont jamais en Afrique. Il y en a 2 ou 3 quand même qui sont allés en Afrique du Sud. Bon, ça, il faut saluer ça. Il y en a 1 ou 2. Oui, parce qu'on a dit que c'est la civilisation arc-en-ciel, que ça nous ressemble. C'est parce qu'il n'y a ni blanc là-bas. Mais voilà. Absolument. Donc, il y aura les pas là. Absolument. Les comités d'entreprise, organisez-vous avec les agents de voyage qui, en fait, répondent, ils ne créent pas la demande. Et dans le tourisme, on va chercher tous les Européens. J'allais y venir. Le CMT Absolument, doit entendre quelque chose, parce que on a cité des chiffres, mais le CMT n'entend pas ces chiffres-là. Alors, je sais qu'il y a une présidente du CMT, je sais qu'il y a des directeurs, et j'espère qu'il y a des employés
que l'un d'eux va regarder cette émission pour entendre ce que je vais lui dire. Je vais lui dire ceci. Il y a un pays au monde qui est le premier en nombre d'Africains. C'est le Nigeria. Et puis un deuxième pays au monde en nombre d'Africains qu'on ignore, c'est le Brésil. C'est le Brésil. Et ces deux pays-là, il y a des tas de gens riches qui ne demandent qu'une chose, c'est venir dépenser leur argent dans un endroit paradisiaque. On n'offre rien en termes de hub. Et là, je m'adresse aussi aux agents de voyage, mais autant à l'aéroport et bien sûr en premier au CMT. Faites de la Martinique, qui a tous les atouts pour devenir ce hub. Infrastructurel, oui. Et On permettre a la mobilité, toutes les capacités. Et mettez en place un vol régulier tous les jours, plus tard, mais au moins toutes les semaines, un vol par semaine. Et on a 4 heures du continent. Qui aille vers l'Afrique et qui fasse le lien, qui soit en connexion avec la Caraïbe et avec le Brésil. Et là, on va remplir les hôtels. Là, on va pouvoir reconstruire les hôtels. Aujourd'hui, on nous dit qu'on a de bons résultats parce qu'en fait, il y a des bombes qui pètent un petit peu partout. Hein. C'est pas parce qu'on a une super politique du tourisme. Et surtout, voilà, on est la solution de rechange. Et puis surtout, on a un tourisme de croisière qui ne nous rapporte rien. Qui use et qui abuse, mais qui ne rapporte rien. Par rapport au tourisme de séjour. Bien sûr. Eh bien, ce tourisme de séjour-là, vous pensez bien que c'est ça qu'il faut développer en partenariat avec les pays d'Afrique qui ne demandent qu'à créer des relations avec nous, qui ne demandent qu'à nous découvrir et à ce que nous venions sur la terre de nos ancêtres. Et qui n'ont pas le même tourisme que les Européens qui arrivent ici comme si on leur devait tout et qui passent les gens, qui les traitent comme des serpillères dans beaucoup d'autres. Eh bien, aujourd'hui, le touriste africain est en passe de devenir le premier touriste au monde. On parlait du touriste chinois. Nos décideurs se comportent envers l'Afrique et envers donc les afrodescendants comme les Blancs le font. Ils n'ont pas d'autre modèle. Et allez leur dire d'imaginer même un seul instant que dans le monde, il n'y a pas que... Parce qu'ils vont chercher des touristes blancs dans le monde entier. Et à aucun moment, il y a des Indiens aussi qui ont un pouvoir d'achat énorme. Il y a une classe moyenne de plus de 500 millions d'Indiens que les Français du Nord vont chercher maintenant. Parce que c'est le tourisme de demain. Et le touriste africain, les Français n'en sont pas encore là. À se dire, il y a une classe... Pourtant, dans les statistiques, les approches économiques, on voit qu'il y a une classe moyenne africaine considérable aujourd'hui. Elle est aussi grande pratiquement que la classe moyenne indienne. Eh bien, on est toujours à se dire qu'on va aller chercher des gens qui parlent des langues impossibles, excusez-moi, et qui sont soi-disant les touristes. Ils arrivent ici en croisière, ils ne dépensent pas 5 centimes dans notre cagnotte, mais ce sont eux, les vrais touristes. Et c'est pour eux qu'on se bat. Alors, dans les projets pour essayer de s'approprier cette décennie, il y avait réseauté la Caraïbe avec l'Amérique du Sud et le continent mer. Il y a ce projet-là. Donc, on ne pourra pas dire que mettre en place un vol entre la Martinique et, je ne sais pas moi, le Nigeria par exemple, ça sera trop coûteux. Puisqu'on peut faire un réseau qui partirait avec des escales dans toutes les îles de la Caraïbe, et il y a une clientèle qui est désireuse d'apprendre et de vouloir faire ça. Donc, parmi les projets, et là, effectivement, le citoyen lambda n'est pas forcément, n'a pas la main, mais nos décideurs pourraient intervenir à ce niveau-là. Et notamment déverrouiller, je me permets d'intervenir sur le transport, c'est que le déplacement des personnes, quand c'est les Occidentaux, ils n'ont aucun problème pour se déplacer, on leur donne visa. Bon. Et quand c'est les Africains, on leur verrouille le déplacement, ils n'ont pas l'accès au visa. Or, actuellement, par exemple, ça pourrait être le début de quelque chose. Entre la France et Sainte-Lucie, c'est-à-dire entre la Martinique ou la Guadeloupe et Sainte-Lucie, ou avec la Dominique, c'est pareil, il y a ce qu'on appelle... Bon, c'est un accord international, mais comme c'est un tout petit, c'est pas un traité, on appelle ça un gentleman agreement qui permet de venir pour 15 jours sans visa. Bon,
On pourrait très bien développer ça avec l'Afrique, la possibilité de venir en Martinique ou en Pour Guadeloupe 15 jours. pour 15 jours sans visa. Ça, c'est un premier combat à prendre et je m'adresse aux parlementaires, députés et sénateurs. Portez cette proposition-là sans vous chamailler pour savoir qui est l'auteur de la bonne idée. La bonne idée, elle a été donnée et c'est sur les ondes de ce média, c'est sur ce plateau. Donc, battons-nous pour avoir cette absence de visa, ce gentleman agreement entre la France et tel pays. Ça peut être le Sénégal. Surtout ça que- Non, peut ça être peut être même des régions. Ça peut être Mais- la région CEDEAO, la mais région UEMOA, voilà, la région et- CEMAC. Et puis les j'insiste- petits séjours sont Bon. privilégiés. Et aujourd'hui. j'insiste aussi pour... Je rappelle que pour la circulation des biens et services, pendant des décennies, il y a eu les APE, les Voilà. accords, les ACP, les accords Caraïbes-Pacifiques. qu'on appelait aussi accord de Lomé. Voilà, accords de Lomé 1, 2 et 3, qui permettaient la libre circulation des marchandises, Mais pas aussi des bien personnes. depuis l'Afrique, la Caraïbe, etc., mais pas. Mais Pas des en personnes, termes de pas des commerce, personnes. en termes de commerce, c'est ce qui se fait. hein. Ouais. C'est juste qu'on brime, qu'on freine le déplacement des Noirs dans le monde, Mais des Africains. je voudrais quand même, C'est- au titre de cette décennie, rappeler qu'une initiative avait été prise à la Martinique de créer un collectif précisément pour rédiger ces différentes doléances et les porter partout. Et il serait intéressant pour ceux qui ont pris part aux travaux préparatoires de ce collectif de s'interroger sur les raisons pour lesquelles ces travaux n'ont pas abouti, puisque ce collectif n'existe pas. Il devait s'appelait avoir la la dénomination CODIPA, CODIPAM. donc le collectif pour la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine en la Martinique. Martinique. Et ce collectif devait donc faire une veille de différentes propositions que nous aurions pu rassembler dans un document et porter à l'attention de nos autorités. Car celles-ci pourront toujours protester de leur ignorance des sujets, parce qu'elles ne peuvent pas tout savoir. Mais nous, qui nous prétendons militants de ces questions, avons quand même une petite longueur d'avance sur ces autorités et devons être capables de nous organiser pour mieux porter Mais elles sont nos déjà au courant, propositions. ces autorités en sont tout cas, déjà au courant, ouais. en tout cas, il a manqué ça. Il a manqué un collectif, un porte-voix qui distingue ces propositions, qui les décline dans un document officiel approuvé par la majorité des militants et qui soit soumis aux uns aux autres. Ça, c'est un. Ensuite, on n'attend pas monts et merveilles des dirigeants, mais il y a des choses qui ne relèvent pas de nos capacités, puisque l'obtention de visa, ça, ce sont des négociations à un niveau institutionnel entre États. En revanche, il y a un certain nombre de choses que nous pouvons faire, auxquelles participe cette exposition Jardin Bocaille. C'est par exemple une semaine de la découverte, une semaine de l'Afrique, où on découvrirait la destination au point de vue touristique, mais la destination au point de vue des affaires. Quel est l'état des affaires aujourd'hui? Combien de Martiniquais savent que l'Afrique est le premier marché de la téléphonie mobile au monde? Combien savent-ils que le prochain marché de l'automobile dans 10 ans, le prochain marché mondial de l'automobile, ce ne sera pas l'Inde ni la Chine, ce sera l'Afrique? Que d'ores et déjà, des pays africains se sont positionnés dans la production de véhicules et que ce sera le prochain marché. Je rentre d'Afrique, j'y étais jusqu'à hier, je rentre d'Afrique, j'ai rencontré un jeune Martiniquais de 32 ans qui est en Afrique, établi en Afrique depuis 5 ans, où je crois que c'est son premier emploi. Et il m'a reçu, bref, ça va pour ce jeune homme, c'était un ressortissant du François. Il y en a de plus Et il y en a de plus en plus, Ah il nous oui. racontait qu'il connaissait une amie martiniquaise qui est à Nairobi. Donc nos enfants nous ont dévancés, Ils sont mais il s'agit de déjà- démarches individuelles, Exactement. d'enfants qui considèrent le monde comme un village planétaire. Où sommes-nous pour prendre les dispositions? Y a-t-il une seule agence de voyage en Martinique qui soit spécialisée dans les... Prenons les dispositions. Je pense que les militants ont aussi leur partition à jouer en rassemblant toutes les bonnes idées pour les porter à l'attention de ceux qui peut-être feignent ne pas les entendre. D'accord. Alors, donc, il y a à interpeller les autorités. Donc là, ça a été fait. Ceux qui organisent le tourisme, ceux qui
ça faciliterait la mobilité des Martiniquais dans le monde, mais de manière plus générale dans la Caraïbe, puisque vous voyez les difficultés qu'on a à se déplacer, même dans notre zone géographique. Il y a aussi à penser à la recherche, puisque dans la résolution de l'ONU, il est demandé spécifiquement qu'on favorise la recherche sur les héritages et problématiques africains de manière générale. Donc ça, c'est une des choses qui manque le plus à la Martinique, notamment dans le domaine de la recherche. On travaille surtout, d'ailleurs, les travaux qui vont chercher les héritages africains seraient le lot des anthropologues, et on a très rarement le privilège d'entendre dire que nos anthropologues s'intéressent à l'héritage africain. Bon, on est beaucoup dans la fabrication d'une créolité qui fait du Martiniquais une sorte de chose magmatique, et on ne comprend pas du tout de quoi elle est d'ailleurs faite, cette chose-là. Mais enfin bon, voilà, je voulais vous lire, puisqu'il va falloir qu'on s'arrête, qu'il y a dans la résolution une demande expresse, c'est l'article 28, qui est celle-ci: accorder une priorité absolue aux programmes et projets conçus spécialement pour combattre le racisme et la discrimination raciale contre les personnes d'ascendance africaine. Ça, c'est une des suites de la conférence de Durban en Afrique du Sud en 2001. Donc, combattre les discriminations dont les Noirs, les Kamites, comme on dira plus généralement, sont victimes dans le monde. Et ne croyez pas que ce n'est pas le cas chez vous, soi-disant que nous sommes dans une société métisse, mais les discriminations, on va dire très comment en bas-feuille, subtiles, sont d'ailleurs, regardez chez nos femmes, contrairement à ce que vous croyez, qui s'éclaircissent la peau et qui se défrisent, allez chercher ce qu'il y a en dessous, sinon parce qu'on leur dit à longueur de journée qu'ils ou qu'elles sont trop noires et que leurs cheveux ne correspondent pas à la norme. Et je veux qu'on m'explique d'où viennent ces traditions de discrimination qui sont donc aussi raciales d'une certaine façon. Donc, les propositions d'action à mener, c'est renforcer nos propres capacités opérationnelles en vue d'être plus efficaces dans les actions que nous entreprenons. C'était une conclusion de Popo. Négociation avec les autorités locales afin de contribuer au financement de la réalisation des objectifs onusiens de la DIPA, donc de l'ONU. Et puis mutualiser et réseauter avec les organisations homologues de la Caraïbe. Donc nous, à la Martinique, avons le projet d'aller rencontrer les personnes de Haïti qui sont déjà très avancées dans ce projet. Nous viendrons à votre rencontre sur le terrain. Alors, on parlait des maires et des mairies tout à l'heure. À la première demande que j'ai formulée, la mairie du Morne-Rouge m'a répondu très spontanément. Et nous allons être au Morne-Rouge, donc à la médiathèque, le 1er juin prochain pour présenter cette résolution. L'Atrium a répondu favorablement. Nous serons le 20 avril de ce mois-ci à l'Atrium de 17h à 21h pour vous parler et vous projeter une partie des vidéos que nous avons, vous parler de cette résolution et trouver ensemble des choses à faire, puisqu'on vous a dit l'État ne se bougera pas. L'État et puis nos élus qui sont occupés aussi par ailleurs à beaucoup d'autres choses. Mais on essaiera de voir si une ligne aérienne, ne serait-ce que cela, pourrait voir le jour par les pressions, entre guillemets, que nous ferions pour que les choses aillent dans ce sens-là. Et puis pour l'économie, Popo vous l'a souligné, beaucoup de jeunes Martiniquais, en dehors d'aller chercher dans leur ADN pour savoir dans quel pays africain ils vont s'installer, parce qu'ils y vont aussi en fonction de leur ADN, ils vont rechercher leur peuple, leurs origines. Eh bien, il y en a plein qui sont installés là-bas et qui subissent beaucoup moins le racisme, les discriminations. Le plafond de verre, par exemple. Le plafond de verre, et qui peuvent monter dans l'échelle sociale, mais vite, qu'on leur empêche de gravir dans nos régions et qui font leur petit bonhomme de chemin. Alors méfiez-vous de vos préjugés qui vous envoient parfois dans la gueule du loup et qui vous empêchent d'exister
pleinement et d'exprimer vos compétences et puis de donner au monde ce que vous avez à donner pleinement sans qu'on vous mette des bâtons dans les roues systématiquement. Voilà, j'espère qu'on a été clair, que vous comprenez qu'il faut vous prendre en charge et qu'il faut surtout arrêter de vous cacher derrière je ne sais quelle image identitaire de vous-même et qui vous ferait laisser de côté. Il ne faut pas être trop comparaison aujourd'hui face à justement à l'avenir qui se prépare là, parce que les trop comparaisons vis-à-vis de l'Afrique seront ceux-là qui vont être laissés de côté. Voilà. Donc j'espère que vous allez leur dire un petit au revoir et qu'on a fait passer le message qu'il fallait. Alors, Maître Germani? Eh bien, pour cet au revoir, je dirais les mots de mon grand-oncle, Aimé Césaire, qui m'a dit, un jour que j'étais venu le voir, il m'a dit, tu sais, la créolité, en fait, c'est le truc qu'ils ont trouvé pour s'écarter de notre africanité. Absolument. Voilà. Donc, je terminerai sur ça. Retrouvons notre africanité. Et puis, un peu de nous-mêmes, enfin, d'être un peu, une fois dans sa vie, bien avec soi-même, quoi. Voilà. Ça suffit de jouer sans arrêt, de tourner autour du pot. Popo? Oui, j'espère vivement que cette décennie arrachée de haute lutte par les militants, réparationnistes en particulier, j'espère que cette décennie fera en sorte que l'Afrique ne soit pas l'angle mort de la compréhension du monde en Martinique. Voilà. Merci. Joseph, Alors, moi, ce que j'aimerais, c'est que nous insistions dans nos doléances auprès des municipalités pour qu'ils aient envie d'inscrire dans leur programme ou dans ce qu'ils projettent de faire des éléments culturels qui permettraient au peuple de se ressourcer, de s'instruire autour de cette fameuse ascendance, de nos racines africaines. Voilà. C'est très utile, on n'entend jamais parler de ça dans les programmes politiques. On ignore totalement ça. Eh bien, faites venir l'exposition de Diozer dans vos communes, ça sera déjà un pas. Moi-même, je pourrais vous parler du jardin autrement. Nous avons aussi au RAP des activités. Popo fait venir souvent des gens que vous pourriez, auprès de qui vous pourriez apprendre aussi à beaucoup mieux connaître la littérature et les projets qui se mènent en ce moment vis-à-vis, enfin, en direction de l'Afrique, dans la perspective de souder ces deux populations. Alors voilà, enfin ces deux civilisations, ou ces deux continents, tout ce que vous voulez. Alors moi je vous remercie d'avoir été là. J'espère que vous allez continuer à cogiter sur ces sujets. Et puis nous vous attendons dans les communes, lors de nos passages, pour discuter de manière plus approfondie de cette DIPA. Voilà, bonne soirée ou bon après-midi et puis à très bientôt.